Pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve après ce grand week-end de Paris-Roubaix qui a vu la victoire de Mathieu Van Der Poel sur la course masculine et la victoire d'Alison Jackson côté féminin. Et on ajoutera aussi la victoire française de Mathys Grisel sur la course junior dans un doublé AG2R Citroën U19. On va donc dans ce podcast revenir sur ce grand week-end d'enfer du Nord, avec notamment cette victoire de Mathieu Van Der Poel, sa 4e victoire sur un monument et son 3e monument différent. On évoquera évidemment bien sûr la course féminine remportée par la Canadienne Alison Jackson en échappée, et on en profitera pour faire un bilan des Flandriennes, avec aussi pour finir un petit pronostic de l'Amstel Gold Race qui arrivera le week-end prochain. On va donc voir tout ça avec nos 3 consultants du jour. On commence avec Johan. Salut Johan. Salut Mathieu. On est aussi avec Louis, notre Vosgien du groupe Eto. Salut Louis. Salut Mathieu, salut tout le monde. Et on termine l'équipe avec notre envoyé spécial en direct qui était sur le Carrefour de l'Arbre dimanche, Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. Et bien voilà, vous avez le programme. Attention au départ à Chasse Patate, c'est parti. Alors, on va commencer par, comme la semaine dernière, revue d'ensemble de ce Paris-Roubaix. Comment est-ce que vous l'avez trouvé ? Je vais poser la même question qu'à Geoffrey, puisque cette fois encore, il a été sur place, le local de l'étape. Comment ça a été ? Comment tu l'as vécu, ce Paris-Roubaix, un peu plus entouré que pour le Tour des Flandres, d'ailleurs, il me semble. Si tu parles du rassemblement groupe Eto, effectivement, il y avait un peu plus de monde que ceux qui avaient fait le déplacement à Quarmont. Dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'en termes d'ambiance, beaucoup plus de monde sur le bord de la route que les années précédentes, tant pour la course féminine que pour la course masculine, avec la zone au niveau de l'arbre qui était déjà bien remplie de monde dès 10h du matin. Le soleil et l'écran vert ont bien aidé à ça. Pour l'ensemble du week-end, avec tout ce qui s'est passé dans la course, c'était un week-end génial. Le retour à la réalité cycliste de ce qui se passe pour toutes les autres, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, au moins la Flèche Brabançonne, ça devrait peut-être bouger un peu. L'Amstel avec le nouveau parcours, on a déjà depuis une paire d'années maintenant, ça va un peu mieux. Donc c'est bon, on a un petit sas de décompression avant d'arriver à la Flèche et à Liège. On va avoir une transition en douceur avant ces courses qui sont un peu moins animées, même si on peut avoir des belles choses encore dans la Flèche qui arrivent d'ici 2 semaines. A priori, on n'aura quand même pas de favoris qui vont sortir à 90 bornes de l'arrivée dans la Flèche wallonne. C'est sûr que c'est plus difficilement visualisable. Ça, mais bon, c'est pour ça aussi que Paris-Roubaix est Paris-Roubaix. Louis, Johan, quel regard vous portez justement sur ce Paris-Roubaix ? On va regarder pour l'instant d'abord la course masculine de dimanche. C'était plutôt un bon cru pour le coup. Enfin, on a eu nos lots de moments où on a pu vibrer, que ce soit sur des chutes, sur des attaques. Enfin, un Paris-Roubaix, quoi. Enfin, tout ce qu'on attend de cette course. Et pour le coup, ouais, on s'est pas ennuyé. Ça a attaqué assez tôt du côté des favoris, comme on pouvait s'y attendre. Ouais, non, c'était plutôt un bon cru, je dirais. Johan, je t'avais l'air un peu plus mitigé. Pour moi, c'est plutôt un... Alors, Paris-Roubaix, je connais pas forcément de mauvaise édition de Paris-Roubaix, mais là, c'était une édition un peu dans le bas du panier pour moi. C'était un peu... Oui, ça attaquait de loin, mais après, c'était assez monotone à regarder. Pas forcément beaucoup d'action tout le long. Des groupes qui se déplacent ensemble sans qu'il se passe vraiment beaucoup de choses. Avant, presque le dernier secteur de Carrefour de l'Arbre, il y a eu un peu des attaques autour de Mont-Saint-Pével, mais pas beaucoup plus. Donc pour moi, c'est toujours très très bien. J'ai passé un super moment, j'ai adoré, mais je le mettrais vraiment pas dans mes belles éditions de Paris-Roubaix. En même temps, il y en a eu tellement des magnifiques. Oui, ça c'est sûr qu'on a le choix. De toute façon, tous les ans. C'est genre, est-ce que c'est la course de l'année ou pas ? Ah non, pas cette fois, mais c'est que la deuxième. La prochaine fois. Oui, voilà. Ouais, bon. C'est sûr que on avait eu le dimanche précédent aussi un grand Tour des Flandres.
Si on devrait faire un peu la comparaison, vous placeriez quelle course en numéro 1? Bah, on n'est pas vraiment d'accord, parce que moi je placerais le Ronde devant. Parce que je trouvais que s'ils étaient plus riches, il y a eu plus de coureurs différents, il y a eu plus de rebondissements, plus de choses qui se sont passées. Et certes, les favoris n'ont pas attaqué aussi loin pour les gros favoris, mais en soi, comment dire, les seconds couteaux ont attaqué à peu près d'aussi loin. Donc pour moi, c'est pas. Enfin, je place le Ronde devant quand même pour cette année, quoi. Geoffrey Louis, on en discutait avant de préparer ce podcast, hein, et vous étiez plutôt Paris-Roubaix. Moi, je place Roubaix aussi, le mouvement, euh, avec une part de surprise aussi, parce que sur le Ronde, il y a des outsiders qui sont partis dans le Molenberg, les favoris qui partent dans le Quarmont, une différence qui se fait dans le Koppenberg. C'est les terrains un peu attendus. Là, franchement, je ne sais pas qui pouvait réellement s'attendre à ce que les favoris fassent tout péter dans le secteur pavé qui précède la trouée d'Arambert quand même. C'est pas le genre de truc qui arrive tous les ans. Certes, après, ça a pu être un peu plus diffus dans les écarts qu'il y avait, mais quand même eu 2 heures de bagarre hallucinante en début de course où, voilà quoi, Johan, tu mettais en avant, il y a des outsiders qui sont contentés de sortir un petit peu et d'anticiper dans le rond 2 en attaquant en 100 bornes de l'arrivée. Bon, là, il y avait quelques petits outsiders qui ont tenté de sortir dans Paris-Roubaix à 225 km de l'arrivée. Et la lutte qu'il y avait derrière, alors effectivement, ça flinguait pas dans tous les sens, mais il y avait une bagarre stratégique que je trouvais ultra intéressante à suivre. Dans qui passait ses relais, avec quelle force, avec quelle fréquence, qui s'économisait. Il y avait tout cet aspect stratégique-là que j'ai adoré suivre. Et mine de rien, tu dis que ça a un peu bougé au niveau de Mont-Saint-Pével. La manière dont Mathieu Van Der Poel prenait les virages dans la fin du pavé du Nouveau Monde en direction de Bercé, et la mine qui balance à la sortie de Mont-Saint-Pével dans le petit faux plat. D'ailleurs, il me semble c'est qu'il pas avait mis la comme ça, même quoi. l'an dernier. Hein. Oui, au même endroit, hein. Copier-coller. Ils vont un peu déniveler. Oh, du dénivelé, une bosse. Oh, faut que j'aille après. Tout le monde est mort Ouais. après 3 bornes de pavé dégueulasse. Tu te retrouves à avoir une pente qui est à 3,5%. Ça suffit. Mathieu Van Der Poel, il en c'est une. Et il me semble que, comme l'an dernier, c'est Stéphane Kung qui craque. Hein. Bon, tout le monde, hein, un peu. Hein. Ouais. Et pour le coup, quand à la sortie de ce secteur pavé qui a la petite bosse, je me souvenais plus que Van Der Poel avait attaqué ici l'an dernier. Et je vois le plan large avec la bosse, je me dis, oh merde, il va flinguer là, c'est sûr et certain. Et ça va tout faire péter. Et 10 secondes plus tard, même pas, il met sa grosse prunelle et qui a bien mis en difficulté un paquet de monde. Quand tu vois, et là, franchement, Stéphane Cook, j'ai eu mal pour lui. Quand tu le vois tirer la langue comme ça, faire non, ça va pas. Là, tu dis, waouh, là, le niveau lactate, c'est compliqué. Ah, et tu vois Et, la souffrance en une image, c'est Stéphane Kung là. Et le souvenir de la course féminine la veille où Jackie Durand en commentaire dit que ce faux plat-là il fait mal et quand t'es coureur, le seul truc que t'espères c'est qu'il n'y ait pas un mec dans ton groupe qui attaque à cet endroit-là. Ah ouais. Ah, faut juste pas être avec Mathieu Van Der Poel quoi. Parce Ça, que c'est lui, en il va y général, hein, profiter. c'est pas forcément que à cet endroit. Hein. Oui, c'est pas faux. C'est un genre de coureur qui te laisse pas beaucoup de temps de répit. Hein. Et dans l'ensemble, quelle note vous mettriez à ce Paris-Roubaix 2023 la semaine dernière, les notes sur le Tour des Flandres, c'était entre 9 et 10, plutôt 9 sur 10. Là, Paris-Roubaix, vous mettriez quoi? 9 aussi? Moi, je mettrais 8, 8,5. Je sais pas trop. Sur une échelle juste Paris-Roubaix ou sur une échelle toute classique confondue Ah, aussi sur une échelle Paris-Roubaix, je peux te descendre. Hein. Je peux descendre à 7, je pense. Hein. Ah, ça dépend, Non, sur une échelle toute course confondue, hein, plutôt. Mais Bon, la semaine dernière, j'ai mis 10 pour le rond 2 et je viens de te dire que le Roubaix, je le trouve encore mieux que le rond 2. Donc, tu mets 11. il va falloir dépasser le 10 là, c'est pas possible. Non, mais c'est encore un 10. Quoi. J'ai adoré la course du début à la fin. Il n'y a quasiment pas un endroit où on s'est ennuyé. Ce moment où ça descendait un peu, on s'est retrouvé quand même à avoir de la tension, de la nervosité pour le placement entre les pavés au début quand le quatuor est parti, avec même le kilo de chute qu'il y a eu. Le moment où sur les favoris éventuellement c'était un petit peu terne, il y a les Jumbo qui sont amusés à nous faire un peu de divertissement avec Van Hooijdonk et Laporte qui attaquaient sans qu'on comprenne trop comment ou pourquoi à une minute des favoris. Donc, Bon, ça a servi un peu de diversion hein, pour permettre à Van Aert de pas trop rouler pour dire bah, attendez, j'ai mes gars derrière qui vont rentrer. Ouais, enfin, je sais pas s'il serait embêté trop par rapport à ça non plus. Et Louis, pour terminer, on a un 8 sur 10, un 10 ou 11 sur 10. Qu'est-ce que tu mettrais toi? Ouais, 8 sur 10.
C'est une course passionnante, pas un Paris-Roubaix de légende, mais avec ses moments forts. Enfin, le carrefour de l'Arbre, bon, on sait que c'est un secteur clé, mais pour le coup, là, on a tout eu dans le carrefour de l'Arbre. De la chute à l'attaque, à la crevaison, on a eu tout ce que peut nous réserver le carrefour de l'Arbre. Et non, la course, elle se résumera pas qu'à ça, mais ça restera le moment fort de la course et on en reviendra dessus, je pense. Et c'est dire quand même ce qu'il faut pour faire un Paris-Roubaix de légende. Hein. Parce que on met ces ingrédients-là sur n'importe quelle autre course de la saison, c'est une course de légende. Hein. Mais là, comme c'est Paris-Roubaix, il en faut encore beaucoup plus parce que ça nous montre à chaque fois des courses, des scénarios incroyables. Ce qui a été encore le cas, mais peut-être à un niveau moindre un peu de ce qu'on a pu avoir les années précédentes. Bah, après, là, tu vois, on parle aussi, là, on est du point de vue on vient de voir la course, ça, en tant que spectateur normal. Tu sais, dans 20 ans, quand tu parles de la course, ça sera, je pense, une édition dont les gens parleront parce que tu as les moments iconiques qui sont là, en fait, un peu. T'as la chute de Degenkolb, t'as Van der Poel s'envole, les virages et machin, et en fait, je pense que ça restera un peu. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un peu. Tu sais, qu'il y avait pas des creux, mais des moments un peu où ça manquait de trucs. Mais les moments où il y avait des trucs, c'est quand même assez impactant, donc je pense que ça restera aussi dans les mémoires quand même. Donc en gros, il y a plus d'éléments qui feront que ça resterait dans l'histoire. Ça a Bah, plus resté que 2017 ou 2018, par exemple. Bon, 2018, moi j'ai l'échappée de Sylvain Didier, mais je suis peut-être pas objectif, mais. Moi, c'est 2018, je me souviens de Sagan qui essaye de foutre Dillier dans les plots à chacun. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai un meilleur souvenir que ça que Mathieu Van Der Poel qui prend un virage un peu large et puis il frôle un peu. Regarde là, Mathieu Van Der Poel, il a essayé de se mettre lui-même dans les plots, c'est encore mieux. Il aurait dû faire un bunny hop par-dessus le dernier, ça aurait été. Ah bah, Van Der Poel dans les virages, c'était vraiment les virages de piste et il prenait. Mais c'est incroyable qu'il n'y ait pas une crevaison. Hein. Ah oui. Parce que franchement, il aurait dû crever 10 fois avec les virages qu'il prenait. Pour moi, après, en termes de matos, c'est un truc qu'on peut évoquer aussi, parce que chez les favoris au sens le plus large, j'en vois 3 qui ont crevé, dont Laporte et Van Aert. Donc, est-ce qu'en termes de préparation, en termes de matos, en termes de choix, Le troisième, c'était qui pour toi? Kung, qui a Ah eu oui. un incident assez tôt. Parce que oui, malheureusement, je compte Donc les quick-step, du coup, sont plus dans les favoris. Le quick-step, Ah, par rapport à ce qu'ils ont montré cette année, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué, hein, mais. Et c'est ne se plaignait pas du matos dans une interview à demi-mot ou. Non, il se plaignait du matos dans plus que d'une seule interview. L'interview de Sénéchal à l'arrivée est très parlante. Hein. Ouais, tu le sens un peu désabusé en disant. Quand il dit on va rediscuter avec l'équipe, voilà, ça va pas. Enfin, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et il est bien agacé par la situation, je pense. Et ce qui est complètement légitime. Ah oui, ça se comprend. C'est-à-dire que l'année prochaine, il y a Jumbo, du coup. Ah bah, on a vu que ça te garantissait pas de ne pas avoir de problème mécanique. Hein. Ouais, mais tu peux gagner tu peux gagner des autres classiques Flandriens après. Paris-Roubaix, c'est foutu, mais. Ouais. C'est foutu, on verra l'an prochain. Hein. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, vraiment se plonger un peu plus dans l'analyse de ce qui s'est passé, avec déjà, évidemment, la victoire de Mathieu Van Der Poel qui fait, déjà, on va le dire quand même aussi, le doublé Milan-San Remo, Paris-Roubaix, 2 monuments dans une même saison, et justement ces deux-là, San Remo-Roubaix, c'est le 4e coureur de l'histoire seulement à accomplir ce doublé, après le Belge Cyril Van der Waart en 1908. J'espère, Geoffrey, que j'ai bien prononcé. Ça passe. Ça passe. Bon, bah, ça va, c'est bon pour moi. On a eu l'Irlandais Sean Kelly en 1986 et John Degenkolb, malheureux héros de ce Paris-Roubaix, qui avait réalisé ce doublé en 2015 également. Et donc, on ajoute à cette liste donc Mathieu Van Der Poel en 2023. Et du coup, pas Eddy Merckx. Voilà. Une rare combinaison qu'il n'a pas fait. Voilà, c'est un des rares recours où on ne rentre pas Eddy Merckx dans l'équation. Comme quoi, ça existe toujours. En revanche, Eddy Merckx reste le seul coureur à l'heure actuelle à avoir fait sur le même année le doublé Paris-Roubaix Grand Prix de France. Voilà, donc on est à peu près un quart d'heure, on a déjà atteint le point Grand Prix de Fourmi. C'est l'anniversaire, c'était il y a pile 50 ans, donc on verra si Mathieu Van Der Poel vient gagner à Fourmi aussi cette année pour éviter. Qui du coup pourra faire le triplé, hein. Milan-San Remo, Paris-Roubaix, Grand Prix de Fourmi. La fameuse triple couronne des classiques. On va développer une espèce de gadget pour que ça bip automatiquement dès que c'est du Fourmi. Il faudrait faire
Faudrait donner un bingo, un bingo, puis dès que Grand Prix de Fourmi, pof, une petite sonnette. Un point cyclocross, pof, petite sonnette. Un point piste, pof, petite sonnette. Le pro cyclocross, il va être dur à pas faire là. Parce que... Oui. Puis quand on a, je sais pas, Anselme, pof, point coureur espagnol, petite sonnette. Bon, en tout cas, pour revenir sur ce Paris-Roubaix, ce Mathieu Van Der Poel, est-ce qu'on peut dire déjà que ce Paris-Roubaix 2023 a sacré le coureur le plus fort de la course avec Mathieu Van Der Poel? Oui. Johan, Geoffrey, Louis, est-ce que vous êtes d'accord avec Geoffrey? Oui, question suivante. Bah plutôt, après, c'est celui qui était le plus actif, qui a le plus attaqué, qui a été le plus. Qui prenait beaucoup de relais alors que honnêtement, il avait des équipiers dans le groupe avec lui. Wout van Aert, c'est quand même beaucoup plus flanqué que Mathieu Van Der Poel et c'est pas sûr qu'il. Enfin, j'avoue que moi, j'arrive pas à voir le fait qu'il ait crevé avant de se faire reprendre ou pas par Mathieu Van Der Poel, mais apparemment, il a crevé. Enfin, il serait peut-être sorti Carrefour de l'Arbre un petit peu en avance, mais en tout cas, il n'a pas semblé avoir de marche physique par rapport à Van Der Poel et Van Der Poel a quand même fait beaucoup plus d'efforts. Ouais, il me semble avoir vu une photo où dans le dernier virage du Carrefour de l'Arbre, Van Aert a de l'avance et on voit qu'il a crevé en fait. Donc il a crevé avant le dernier virage en tout cas. En tout cas, à la sortie de l'Arbre, il était vraiment bien à plat à l'arrière. Voilà, témoignage du terrain. Sur place, comment dire, avec la légère latence entre l'écran et la vue directement des coureurs qui passent, on a vu Van Der Poel passer devant et on les voit passer quasiment en même temps devant nous et on voit Van Der Poel qui passe et il y a un énorme écart avec Van Aert, à se demander pourquoi, et Van Aert est complètement à plat à l'arrière déjà à cet endroit-là. Donc il venait pas de crever sur la fin du secteur. Oui, voilà, ça a été fait entre, on va dire, entre le moment où il a vraiment accéléré et au moins le virage, le dernier virage du Carrefour de l'Arbre. Louis, tu rejoins Johan et Geoffrey sur le fait que Mathieu Van Der Poel était tout simplement le plus fort de ce Paris-Roubaix? Oui, dans la vie générale, oui, c'était le plus fort. Bon, il l'a montré sur le dernier secteur, donc le Carrefour de l'Arbre. Il a fait sa part de boulot dans le groupe. Enfin voilà, ce qu'on disait par rapport à Van Aert, qui avait tactiquement moins intérêt à rouler. On en reparlera juste après, mais ouais, non, Van Der Poel plus fort. Enfin, je vois pas qui est plus fort que lui en fait. Enfin, tout simplement, faut retourner la question. Voilà, Van Der Poel, non, il gagne, c'est le plus fort. Il y a pas grand-chose à dire là-dessus et les éléments ont déjà été dits là-dessus. Et surtout, en plus, alors, Johan a soulevé un point. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on aurait pu se dire il en fait trop, il en fait beaucoup, alors qu'il a deux équipiers avec lui, il avait Gianni Vermeersch, puis Jasper Philipsen qui a tenu quasiment jusqu'au bout, jusqu'à son attaque pour le sprinter. On aurait pu s'attendre à ce qu'il fasse un peu moins d'efforts. Au contraire. Alors, on aurait pu avoir ce débat-là si, imaginons, Van Der Poel et Van Aert finissent tous les deux au Vélodrome et que Van Aert bat Van Der Poel. Là, on aurait pu se dire, ouais, il en a peut-être fait un peu trop avant. Bon, là, pour le coup, le scénario lui ça lui a donné raison. Et il était quand même assez costaud pour finir tout seul comme ça en maintenant le groupe derrière, certes qui était un peu perturbé par Philipsen. Mais non, pour le coup, non, on peut pas avoir ce débat-là, je trouve. Et justement, moi, je trouve que c'est une très bonne idée d'essayer d'attaquer et de mettre à mal les autres, parce que Philipsen était en grande forme, ça s'est vu tout au long de la journée, encore jusqu'au bout. Et ça faisait un magnifique plan B pour Alpecin. Si le groupe revenait derrière, il y avait un Philipsen tout frais qui était prêt à aligner les autres au sprint sur le Vélodrome. Et en plus, lui, il n'avait plus du tout à rouler à partir du moment où Van Der Poel était devant. Donc il y avait l'aspect tactique parfait de Van Der Poel qui place mine sur mine, et si jamais les mines ne fonctionnent pas, t'as le plan B du sprint avec Philipsen. C'est ça, hein. Et puis, c'est pas prendre de gros risques que de mettre un Philipsen au sprint. Ça, c'est sûr, il y a assez peu de coureurs qui sont capables de le battre, même si, bon, Wout van Aert sur un sprint plat peut peut-être faire partie de ces coureurs. Pedersen aurait pu en faire partie aussi, mais forcément que Philipsen en faisait beaucoup moins que tous les autres qui s'est obligé à chaque fois à boucher les trous, quoi. Alors après, on va revenir aussi sur un peu le moment où tout a basculé, on peut le dire, c'est les 30 secondes, 1 minute entre le moment où il y a la chute de John Degenkolb et le moment où Mathieu Van Der Poel dépasse Wout van Aert sur la fin du Carrefour de l'Arbre, Wout van Aert qui avait crevé. Déjà par rapport à la chute de John Degenkolb, pour vous, est-ce que
il y a un des 3 protagonistes entre Jasper Philipsen, qui était au début au milieu du pavé, Mathieu Van Der Poel qui était dans sa roue, et John Degenkolb qui était vraiment sur le bas-côté, sur la droite du pavé. Est-ce qu'il y en a un des 3 qui peut être un peu mis en cause? On peut dire c'est la faute d'un tel sur cette chute, ou pas? C'est compliqué de vraiment établir des griefs sur cette chute. Il n'y a pas de grief à avoir pour moi pour une chute à cet endroit-là. Certains peuvent avoir l'impression de se dire que ils auraient pu passer de l'autre côté du pavé. Non, vu comment le pavé à cet endroit-là, déjà, tenir sur le vélo à cette vitesse-là, c'est presque incroyable. Parce que déjà, être à pied sur le pavé à cet endroit-là et pas se laisser la gueule, c'est déjà presque incroyable. Tellement c'est une horreur vraiment à l'endroit, à cet endroit-là, le carrefour de l'Arbre. Sur les pavés en général, mais sur les pavés compliqués encore plus, le meilleur moyen d'éviter les incidents, c'est d'être devant et sur le haut du pavé. À partir du moment où tu n'es pas devant, tu n'es pas à l'abri que quoi qu'il se passe pour le mec devant toi, il t'emmène avec lui. Ou si tu es sur le côté, celui qui est sur le haut du pavé, il se retrouve degré de force à devoir descendre et il peut t'emmener. Degenkolb, quand il s'est retrouvé sur le bas, il était parfaitement conscient du fait que c'était un risque qu'il prenait. Malheureusement, les circonstances de course l'ont amené à se retrouver à terre. Et c'est terrible, mais c'est d'autant plus terrible, je pense, que tout le monde aime John Degenkolb, que tout le monde a dû surkiffer toute la journée de le voir à la lutte avec les meilleurs. Tout le monde, tout amoureux du cyclisme, a dû se dire à un moment, connaissant l'histoire de John Degenkolb, en particulier l'histoire de John Degenkolb et de Paris-Roubaix, de se dire que ça aurait été un vainqueur absolument magnifique. Oui, il y a une histoire particulière pour Degenkolb avec Paris-Roubaix, qui notamment... ça rajoute à la tristesse de sa chute, sans vouloir rentrer dans les détails de comment ou pourquoi, les gens étaient beaucoup plus attristés de la chute de John Degenkolb cette année que celle de Jenny Moston il y a 2 ans. C'est 2 coureurs différents, mais voilà, il y a des histoires différentes. Pour préciser, un John Degenkolb, il y a ce côté, alors déjà c'est un ancien vainqueur de Paris-Roubaix en 2015, on l'avait évoqué, on va aussi rappeler qu'il avait notamment fait un don à l'organisation du Paris-Roubaix Junior pour que la course puisse continuer à se tenir quand c'était en difficulté financière. Et qui a également fait des dons à l'association des Amis de Paris-Roubaix, qui l'ont nommé comme président d'honneur et qui ont renommé un des secteurs pavés de Paris-Roubaix en son honneur, avec une plaque avec son nom et avec des énormes peintures qui sont mises à l'effigie de John Degenkolb à l'entrée de ce pavé. Ouais, donc ça rend d'autant plus l'image qu'on voit de Degenkolb complètement recroquevillé dans la pelouse, sur la pelouse du Vélodrome à la fin complètement en pleurs. Ça la rend d'autant plus dure à voir quand il y a un peu toute cette histoire-là derrière. C'est sûr que c'est dur pour Degenkolb. Louis, Johan, vous rejoignez Geoffrey sur le fait que pour vous, il n'y a personne à blâmer sur cette chute, ou on peut dire que ça peut être de la faute d'un des 3? Non, pour moi, je rejoins Geoffrey et pas de responsable. La configuration est tellement spécifique du fait d'être sous le secteur pavé et l'état dans lequel il est à ce moment-là. Franchement, c'est impossible de désigner un responsable. Sur le moment, je me dis, ah ouais, le move de Philipsen, il n'est pas propre. Van Der Poel, au moment où il tente de passer, il y a de la place, mais voilà. Mais franchement, en y repensant et en se revoyant la scène, tu dis non, c'est pas possible. Et entre les visions, ça va tellement vite et tout. Enfin, tu peux pas donner de responsable. Johan? À la limite, s'il y a un responsable, c'est un peu Degenkolb. Si tu quittes l'eau du pavé, tu sais que tu te mets un peu entre le public qui est pas loin, tout ça, tu te mets un peu dans une zone galère, donc c'est sûr que tu gagnes de l'énergie et de la facilité et tout ça, mais tu te mets en zone à risque, comme a dit Geoffrey, donc c'est des circonstances de course après. Bon, en tout cas, de ce que j'en ai vu des déclarations de John Degenkolb, j'ai pas l'impression qu'il en veuille aux coureurs d'Alpecin, Mathieu Van Der Poel et Jasper Philipsen, qui sont d'ailleurs venus s'excuser un petit peu, lui faire une petite tape sur le dos quand ils l'ont vu après l'arrivée. Degenkolb qui a dit que il a vu ça a posteriori, il l'avait pas ressenti sur le coup, mais il a dit qu'il avait été touché par le geste à minima. Donc bon, on va dire que c'est déjà ça au moins. Et après aussi pour l'enchaînement, la suite, les 30 secondes, 1 minute qui ont suivi, le fait de voir Wout van Aert accélérer, Mathieu Van Der Poel qui revient,
Et puis on sort du carrefour de l'arbre, Wout van Aert est distancé, il doit s'arrêter, changer de roue parce qu'il a crevé. Est-ce qu'il n'y a pas un peu ce côté où on est déçu que la victoire se joue sur un incident mécanique, que le vainqueur s'envole tout seul sur une crevaison du coureur qui était sur le point de partir avec lui? Ouais, bah forcément, le moment était intense. Enfin, je pense qu'on a tous aimé ce moment où on a vibré, où il y a eu un renversement de situation improbable. Mais ouais, on a forcément tous ce petit regret de ne pas avoir une explication entre les deux dans les 15 derniers kilomètres, qui se serait peut-être forcément terminé par un sprint au Vélodrome. On peut que faire l'hypothèse, On peut, mais ça n'enlève rien. Enfin, je sais pas, hein, mais peut-être que ça serait revenu de l'arrière. Enfin, on sait pas trop, mais on bah, a forcément un peu laissé notre fin. est-ce que Van Der Poel aurait roulé avec Wout van Aert? Parce que c'est pas sûr ça non plus, hein. T'as Philipsen Ouais. derrière. En absolu, tu dis, ah, t'as attaqué, bah vas-y, roule, hein, je reste derrière. Ouais, il y aurait eu le côté Philipsen, mais bon, Johan Geoffrey, vous avez ce petit regret là aussi ou pas? Alors, d'un point de vue purement objectif, on peut se dire que ouais, on aurait aimé que le duel dure un peu plus longtemps. Après, Mais le d'un côté point de vue plus fanboy, subjectif, je t'avoue, quand Mathieu Van Der Poel est passé tout seul en tête, j'étais content. Mais je pense que sur l'ensemble de la course, Van Aert semblait quand même inférieur à Van Der Poel. Et si la différence se faisait pas là, elle aurait pu se faire plus tard, que ce soit à M, à un autre endroit. La praline que Van Der Poel met à la sortie de Mont-Saint-Pévé, il aurait été capable de la mettre dans le boulevard Clémenceau sur la montée entre M et Roubaix. Et le fameux faux plat à 3-4 bornes, C'est vrai, celui-là. il aurait été capable d'en jouer. Quelque chose à rajouter sur la victoire de Mathieu Van Der Poel qu'on n'aurait pas évoqué? Une demi-victoire française? Ah oui, bah, écoute, on va se raccrocher à ça, on va dire. Là, on attend depuis 1997 et Frédéric Guédon d'avoir un vainqueur français. On va dire qu'il y a un soupçon de victoire française, voilà, pour le côté cocardier. Alors, vous avez évoqué un peu, on a évoqué la crevaison de Wout van Aert dans le final sur le carrefour de l'arbre. Wout van Aert qui a été concerné par une autre crevaison, celle de Christophe Laporte, avec qui il était sorti dans le secteur d'Aveluy, avant même la trouée d'Arenberg. Le côté un peu incroyable de ce Paris-Roubaix. Est-ce qu'une fois que Wout van Aert s'est retrouvé sans Christophe Laporte, après la trouée d'Arenberg, une fois seul, sans équipier, est-ce qu'on peut dire qu'il a appliqué la bonne tactique, à savoir coller à Mathieu Van Der Poel, et il me semble pas qu'il ait mis le nez en dehors de la roue de Mathieu Van Der Poel. Est-ce que ça, c'était la bonne tactique pour Wout van Aert? la tactique Rui Costa, donc comment elle fait dans le milieu. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Johan? Bah pour moi, il se met quand même. Enfin, il fallait pas prendre de relais, il fallait économiser. Ça, c'était très bien qu'il l'ait fait et qu'il ne soit pas plus participé que ça au groupe. C'était pas son rôle de le faire. Après, pour moi, il a quand même été. Enfin, je trouve qu'il s'est quand même vachement mis en difficulté. On parle de la malchance de la crevaison. Il s'est quand même mis en difficulté à devoir absolument lâcher tout le monde sur le carrefour de l'art parce que sinon, dans un groupe, t'as Pedersen, t'as Philipsen, t'as des Goldkolb. En plus, Mathieu Van Der Poel, se dire qu'il faut absolument le lâcher à cet endroit et prendre des risques et mettre beaucoup plus d'influx sur le secteur entier. Donc, moi, je trouve pas qu'il est bien couru. Je trouve qu'il a couru de manière. Son mouvement initial était très très bien avant le Tour d'Arenberg, mais après, je trouve qu'il a couru de manière trop passive. Et j'ai pas ressenti à quelconque moment qu'il allait gagner parce que j'ai pas ressenti un mec qui était là pour gagner, quoi. J'ai ressenti un mec si je gagne, ça se goupillera bien et ça ira bien, ce qui est un peu d'ailleurs la manière dont il attaque sur la presque chute de Mathieu Van Der Poel. C'est tiens, il y a une ouverture, je vais y aller, mais il n'a pas à aucun moment essayé de créer quelque chose, quoi. En tout cas sur la course plus tardive. Et moi, je trouve que ça manque dans sa course parce qu'il y avait moyen de se détacher avec Van Der Poel. Et autant Van Der Poel dans le final, je suis pas convaincu qu'il roule avec Wout van Aert. Autant Van Der Poel qui part avec Wout van Aert à 40 bandes de l'arrivée, je pense qu'ils roulent tous les deux, quoi. Donc, je sais pas. Moi, je trouve qu'il n'a pas forcément très très bien joué, mais après, il aurait pu gagner quand même. Hein, ça aurait pu passer. Donc ça veut dire que par exemple, après Mont-Saint-Pével, Van Aert aurait dû appuyer un peu plus ses relais pour essayer de faire en sorte que le binôme parte?
Bah pour moi, oui. Enfin, pour moi, la solution pour lui, c'était de. Enfin, à partir du moment où il y avait Philipsen, qui était quand même un gros problème pour lui et qui était très fort, il fallait essayer de se détacher, quoi. Donc, tu pouvais pas jouer à juste attendre la fin, quoi. Surtout qu'il y a des moments où il y a eu des petites cassures dans le groupe et où c'est revenu derrière. On a vu par exemple qu'un coureur comme Ghana était très sur la défensive, même s'il passait quelques relais ensuite pour gérer le rythme de tête. Mais et les coureurs qui ont été distancés, qui ont pu revenir petit à petit, Van Aert aurait pu attaquer un peu plus, il aurait pu aborder certains pavés un peu clés, un peu mieux placés. Quand Mathieu Van Der Poel fait son accélération en direction de Bercé, Van Aert n'est pas juste derrière. C'est vraiment là qu'il aurait pu être juste dans sa roue. Le carrefour de l'Arbre, il est aussi obligé de faire quelques efforts pour se placer en tête sur le pavé pour ensuite aller faire la différence. C'est peut-être les écarts qu'il a fait à doubler sur le pavé qui le font avoir sa crevaison aussi. Parce qu'après, par rapport au carrefour de l'Arbre, Mathieu Van Der Poel aborde en avant-dernière position, et le dernier, c'est Wout van Aert. Voilà, Van Aert fait une erreur là à rester à tout prix juste dans la route Van Der Poel. Il aurait eu tout à gagner à être placé devant. Mais je rejoins Johan sur l'idée qu'il aurait dû tenter de réduire la taille de l'échappée. Parce que s'il n'y a plus Philipsen ou Vermersch devant Van Der Poel, très tôt, il doit gérer sa course différemment. Louis, est-ce que tu as une autre idée, une autre proposition de ce qu'aurait pu faire Wout van Aert en n'étant pas le plus fort de ce Paris-Roubaix, si j'ai bien compris, par rapport à Mathieu Van Der Poel, ou il a fait au mieux, peut-être selon toi? Bah, comme ce qui a été dit, c'est quoi? L'idée où il se retrouve à deux avec Van Der Poel était peut-être le meilleur scénario pour lui. Il perd beaucoup finalement dans l'histoire avec la crevaison de Laporte, où là on aurait eu un 3 contre 2, Alpecin Jumbo. Mais, mais après, ouais, c'est compliqué. Mais il y a eu cette situation où ils étaient partis tous les deux et qu'il aurait pu un peu plus pousser. Après, ça s'était quand même bien entendu derrière pour revenir. C'est revenu vite, donc finalement ça a été amorti, mais après non, c'est dur à dire. Après, ce qu'il fait dans le carrefour de l'Arbre d'attaquer à ce moment-là, je pense qu'il avait pas trop le choix et que ça avait plutôt bien fonctionné dans l'idée où ça avait dynamité et on ne saura jamais si sur la crevaison Van Der Poel serait revenu en toute logique. Enfin, franchement, moi j'ai pas la réponse. On peut avoir que des spéculations. Mais non, après, non, c'est dur à dire. Et ouais, juste le moment, voilà, ils auraient pu partir tous les deux. Et que là, après, ça se joue en duel un contre un. Donc si je résume bien pour toi, il a pas trop de regrets puisqu'il a été battu, quoi qu'il arrive, par plus fort. Bon, des regrets, c'est dur à dire, mais tu peux toujours trouver qu'une crevaison, c'est regrettable. Mais après, là, tu regardes sur le matos, Ah, le regret, après, c'est pareil, la crevaison, c'est assez spécifique sur Paris-Roubaix. On parle beaucoup de malchance, mais il y a aussi la façon où tu gères ta machine et forcément le matériel que tu as. Et on parle beaucoup de professionnalisation des équipes, machin. Voilà, peut-être qu'il y a un point où c'est assez sensible chez Jumbo. À noter d'ailleurs que côté Jumbo, il y avait des coureurs qui avaient justement utilisé un système qui permettait d'adapter la pression des pneus à volonté pour avoir moins de pression sur les pavés et plus de pression sur le bitume. Christophe Laporte par exemple utilisait ça, mais Wout van Aert n'avait pas voulu l'utiliser. Mm. Donc bon, ça ne les a pas aidés à gagner Paris-Roubaix en tout cas. Et on dirait le coup du casque de Specialized. Et au final, le Tour de France, le seul qui a gagné, c'est celui qui l'avait pas, quoi. Ah bah bon, en tout cas, sachant que DSM avait aussi utilisé un système un petit peu similaire, un peu différent, après avoir finalement refusé de l'utiliser l'année dernière. Ouais, et Décon Club l'avait pas, apparemment, non plus. Donc, c'est super leur système. Hein. Voilà, belle pub, belle promo. Donc voilà pour le point innovation technologique qui n'ont pas gagné. Pour terminer sur ce Paris-Roubaix masculin, on a beaucoup parlé de Mathieu Van Der Poel, de Wout van Aert, qui ont été les deux grands acteurs de cette course dimanche. Est-ce qu'il y a un autre coureur qui vous a impressionné Ça va probablement tourner notamment dans ce groupe d'une dizaine de coureurs qui s'est détaché après la Tour d'Arambert. Est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement impressionné, dont vous avez envie de retenir la performance? On peut être tous d'accord sur Van Megenkolb, on n'attendait pas aussi fort et on était tous très contents de le voir très, très
imposant sur la course, parce qu'il a insisté dans la prise de relais, dans la relance avec les autres quand il y a des cassures. C'était très plaisant de le retrouver à ce niveau-là. Bon, la semaine dernière, je me souviens vous aviez un peu critiqué la stratégie DSM à faire barrage dans les monts, puis accélérer au sommet sur le Tour des Alors qu'en Flandres. fait, c'était juste pour économiser des gun-cobles, en fait. Et comme ça, il se fatiguait moins, il était plus vrai pour Paris-Roubaix. Là pour le coup, tout le monde a que du positif à dire sur John Degenkolb, quoi. Alors, c'était de la préparation mentale. Les équipiers ils se retrouvaient tous cramés, toutes les combats de peine, c'est pour toi, vas-y, fais-toi plaisir, mon gars. Sinon, dans notre style, Filippo Ganna, il a montré des limites quand même sur l'ensemble. Ouais, quelqu'un que j'avais cité à un moment. Il a montré ses limites physiques à quelques points, mais toujours une grosse combativité pour les retours, pour la gestion des feux. Et 6e, mine de rien, pour la première occasion qu'il a, en leadership d'une équipe, quand même pas mal. Oui, voilà, il était assez entendu, hein, Filippo Ganna. Il y avait pas mal de suiveurs qui l'attendaient particulièrement, dont toi, Geoffrey. On se demande pourquoi. La piste. Mais donc voilà, 6e place dans ce groupe parmi les plus forts, ça a été un beau Paris-Roubaix, hein, pour Filippo Ganna. Johan, Louis, est-ce que vous avez un autre nom à ressortir, ou ça serait aussi du John Degenkolb, du Filippo Ganna? Je suis d'accord par rapport à Degenkolb et Ganna, mais moi, j'ajouterai aussi finalement Jasper Philipsen. On a beaucoup parlé de la doublette Laporte-Van Aert chez Jumbo, enfin du collectif Jumbo-Visma en général, sous cette campagne de classique, mais Jasper Philipsen, j'en ai pas beaucoup entendu parler avant le début de l'épreuve. J'ai pas beaucoup entendu ah oui, attention à la doublette Van Der Poel-Philipsen. On s'est beaucoup focalisé sur Van Der Poel chez Alpecin. Et en plus, Philipsen, on savait qu'il était en forme, et en gagnant le Grand Prix de l'Escaut 4 jours avant, mais 5 jours avant, pardon. Mais Bah, surtout, Philipsen, on l'avait vu en forme sur la classique de la Panne, avec des bordures, tout ça, et course de gazier, où il avait été très très costaud aussi. ouais, donc pour le coup, moi je trouve que nous, les suiveurs, on a très sous-estimé le côté collectif que pouvait avoir Alpecin de Koenig, et pour le coup, ils ont fait la grosse course d'équipe avec Vermeersch qui était également présent une bonne partie du final, jusque peut-être Mont-Saint-Pével, je sais plus exactement au moment où il lâche, mais ouais, le collectif Alpecin de Koenig peut vraiment à relever sur cet aspect-là, sur cette course. Après, c'était compliqué de savoir à quel niveau là être Philipsen, parce qu'on n'avait pas forcément les références chez les pros, de se dire ah, il va être là dans le groupe de tête, il va pouvoir jouer la gagne, donc c'était compliqué de se dire, de voir cet aspect-là. Et d'où le fait qu'il nous ait beaucoup impressionné et résisté. Il a été d'un précieux soutien à Van Der Poel. Et quand tu fais 2 de Paris-Roubaix, c'est quand même très très costaud. C'est pas rien. Avec pour Philipsen la très belle image de Mathieu Van Der Poel qui célèbre. Et on voit derrière les deux autres qui arrivent avec un tour de retard. Van Aert qui est déjà concentré sur le sprint pour la 2e place. Et Philipsen qui n'en a rien à foutre et qui lève les bras et qui célèbre déjà avec Van Der Poel avant de penser à son sprint. Et qui va quand même remporter ce sprint en plus. Et qui va quand même aller battre Van Aert derrière. Pour faire ce doublé pour Alpecin de Koenig, donc ouais. Et sinon, un autre nom à citer, c'est plus discret parce que c'était un autre échelon de la course, mais Maximilian Walscheid qui passe un peu un cap sur les pavés, qui a fait une très belle course. Alors, tu dis pas un même échelon de la course, mais il était dans le même groupe que les Van Der Poel. Oui, mais je veux dire, pas dans le sens où il était là avec les autres, mais à aucun moment on le sentait non plus en capacité d'aller gagner. Alors, faut dire que lui aussi a eu des problèmes mécaniques. Il a passé je sais pas combien de temps bloqué sur le grand plateau. C'est pas grave, ça, c'est une bonne course pour être bloqué sur le grand plateau là. Oui, Geoffrey, sur Walscheid, vas-y. Non, je veux dire, c'est plus sur Walscheid, c'était aussi que, mine de rien, même quand on a un Paris-Roubaix qui flingue dans tous les sens du début à la fin, on a quand même un mec dans le top 10 qu'on n'attendait pas du tout avec Lorenz Rex. Un Intermarché dans le top 10, évidemment. Le mec a jamais dû faire un top 10 sur la moindre Flandrienne, même dans les semi classiques, et là, il va faire un top 10 à Roubaix. C'est Paris-Roubaix. Même quelle que soit la course, il y a toujours un mec dans le top 10 qu'on n'attendait pas là. Dans un autre style, on peut aussi citer Shortbacks, qui a bien résisté après l'échappée et qui se retrouve à être 12 ou 13, peut-être 13e derrière les deux Vermeersch, je pense. Ouais, 13e. Alors, pour l'instant, précision, Lorenz Rex a précisément 2 top 10 en Belgique chez les pros.
J'ai dit dans les Flandriennes, j'ai pas dit juste en Belgique. Oui, mais justement, c'est vraiment pour te dire que je suis allé tailler large. Hein. C'est la course des raisins, Druivenkoers over Ice. Tu me corrigeras sur l'accent. Ouais, donc il y a 3 pavés et demi. Mais bon, en 2021, où il fait 8ème, et la Bruxelles Cycling Classic, où il fait 10ème l'année dernière. Oh, c'est presque des Flandriennes, tout ça. Il y a Capelmur, mais à 50 bornes de l'arrivée. Donc c'est pas non plus. Voilà, donc pour la surprise de Stop 10, Lorenz Rex, qui a 23 ans, donc il est dans sa 3e saison professionnelle. Donc peut-être un bel avenir hein, sur Paris-Roubaix, on verra, sachant que 2021, il avait pris la 21e place déjà sur Paris-Roubaix. Après, vu les conditions météo, on ne peut pas non plus vraiment comparer les classements de 2021 avec cette année. C'est sûr. Alors, par contre, côté français, ça a été un peu plus compliqué à partir du moment où Christophe Laporte a été distancé et qu'on avait ce groupe d'une dizaine de coureurs qui s'est retrouvé à aller au bout sans coureur français. À partir du moment où on en a 13 au départ, on savait que ça allait être compliqué de toute façon. C'est vrai, hein, j'ai pas cherché, mais c'est très certainement peut-être même le plus petit quota de coureurs français. Non, en 1900, il y a une course où il y a genre 18 coureurs qui sont au départ, donc forcément, ça doit avoir leur corps. Oh là là. Bon, depuis très longtemps, en tout cas, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu aussi peu de coureurs français. Donc, bon, est-ce qu'il y a quelque chose à retenir du côté de nos Français ou, vu la façon dont la course est jouée, c'est compliqué? C'est des équipes françaises, on ne s'attendait pas nécessairement à beaucoup. Malheureusement, il n'y a pas pu avoir d'exploit vu les circonstances de course. Sénéchal, on pouvait espérer, mais malheureusement, la réalité a été très brutale pour l'équipe Soudal Quick-Step, qui c'est du tout l'ombre de ce qu'elle était il y a encore quelques années. Il restait Christophe Laporte, il a eu une crevaison, malgré ça, il fait comme 10e. Moi, il y a Turgis qui m'a un peu déçu, parce qu'il anticipe à un moment où c'était vraiment pas mal anticipé. Et on aurait pu imaginer s'accrocher et rester au contact un peu des meilleurs, et qui a sauté quand même très très vite. Ouais, c'est ça, très vite il a sauté, très vite du coup on s'est dit bon, il fera pas un exploit non plus. Oui, il anticipe hein, juste avant le secteur d'Aveluy et il n'arrive pas à prendre la roue de Van Aert, Van Der Poel, Laporte à ce moment-là. Il y a que, je crois, c'est Maddie Mikkels qui avait réussi un petit peu à suivre pendant quelques temps ce groupe. Et Scottson aussi. Et Scottson un peu pendant quelques temps. Mais voilà pour malheureusement Turgis n'a pas réussi à suivre. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu à l'image de sa campagne de Flandrienne 2023 où il a eu du mal à vraiment se mettre en évidence à son meilleur niveau? Où il est loin de son meilleur niveau en tout cas. Parce que... On pourrait presque même tirer sur la saison plus que juste sur les Flandriennes, parce qu'au final, à part le top 10 à Milan-San Remo, on ne l'a pas vraiment vu. Ouais, ce qui est assez dommage hein, pour un coureur de son profil qu'on va surtout attendre en début de saison. Là, ça va être... Bon, ça reste quand même un top 10 à Milan-San Remo, c'est pas non plus une mauvaise perf. Hein. Mais pour un coureur de la trempe d'Anthony Turgis, on l'a vu faire mieux et il y a moyen pour lui de faire mieux, évidemment, c'est dans ce sens-là. Voilà. Bon, à présent, on va passer à la course féminine qui avait lieu samedi, puisque du côté de Paris-Roubaix, on donne un jour à la course féminine et un jour à la course masculine. Donc un Paris-Roubaix féminin remporté par la Canadienne Alison Jackson, à la surprise générale, hein, ça on peut le dire, puisque c'est l'échappée qui est allée au bout, une échappée qui a compté au départ, je crois, une vingtaine de coureurs, et au final, elles ont été 6 à résister au retour du peloton, 7 avant la chute de Femke Marcus dans le Vélodrome. Et donc Alison Jackson qui s'impose devant Katia Ragusa, Marthe Treyen, les Françaises Eugénie Duval et Marion Boras, et enfin Martha Lach, la Polonaise, avec le groupe des favorites qui a été réglé par Lotte Kopecky, donc Geoffrey qui est encore pas passé loin de faire un doublé. Déjà sur cette victoire d'Alison Jackson, à quel point ça a pu vous surprendre déjà vous? Que l'échappée au bout, c'est reste quand même assez surprenant, même s'il y a des circonstances de course qui ont pu faciliter l'échappée, on y reviendra sûrement après. Après, au sein de l'échappée, à partir du moment où on disait que l'échappée au bout, c'était quand même la grande favorite de cette échappée. Éventuellement, quelques autres, je pense à celle qui a pu chuter sur le Vélodrome, qui aurait pu avoir sa chance, mais je pense plus en bougeant avant.
Enfin, si ça arrivait au sprint entre les favoris, entre les échappés qui restaient, Alison Jackson était la plus rapide et elle l'a bien confirmé. Même si j'ai cru pour Marion Boras. Je me suis vraiment dit quand je l'ai vu débarrouiller dans le virage qu'elle part tôt, mais j'y ai cru quand même. L'espace d'un instant, j'aurais adoré qu'elle puisse tenir jusqu'au bout. Mais... Pour préciser, hein, Alison Jackson, elle avait participé aux 2 précédents Paris-Roubaix femmes, elle avait pris la 24e place en 2021 et elle avait fini 13e l'année dernière. Donc voilà, à chaque fois, elle grimpe d'une dizaine. Progression linéaire. Voilà, c'est ça, pour monter cette fois sur la première place. Johan, tu rejoins Geoffrey sur le fait qu'Alison Jackson était la plus dangereuse dans cette échappée, ce groupe d'une vingtaine de coureurs qui étaient sortis dès le départ? Bah, c'était la plus rapide au sprint, c'était celle qui avait globalement Elisa Klein aussi qui a gagné des grosses courses, mais qui a le plus gros palmarès. Et c'est une coureuse qui sait gagner quand il faut gagner aussi, parce que elle a déjà fait le coup de partir en échappée et de piger des pelotons et de s'imposer justement sur un côté baroudeuse, alors que c'est une excellente sprinteuse aussi. Donc c'était pas très surprenant de l'avoir gagné une fois que le groupe jouait la gagne. D'autant plus que pendant la course, ça se voit qu'elle était costaud, parce que c'est elle qui faisait le gros du boulot dans le groupe aussi. Donc ça n'a pas été surprenant de l'avoir triomphé. Après, c'est sûr que pour le grand public, c'était pas le nom qui ressortait beaucoup. Ils n'avaient pas forcément en tête les références qu'elle pouvait avoir. Mais bon, l'image qu'on a vue après l'arrivée, toute la joie qu'elle avait, je pense que ça a vite effacé ça. Joie contagieuse, quoi. Bah, j'ai vu les gens très très contents de sa victoire en plus, genre elle mérite, victoire méritée. Donc j'ai l'impression que tout le monde était très content de l'avoir gagné de manière générale. Et puis elle a joué aussi de voir une échappée qui réussit à aller au bout, c'est devenu tellement rare de voir ça, là, une échappée matinale qui permet un coureur de gagner. Dès que ça arrive, il y a toujours une part de sympathie qui arrive pour les coureurs qui gagnent dans cette situation-là, parce que malheureusement, la plupart du temps, l'échappée matinale, c'est les bons couillons qui vont devant, qui écoutent la journée, et qui au bout d'un moment, on se dit, bon, bah, c'est bien gentil, laissez passer les vrais. Et oui, je crois que dans le World Tour masculin cette année, il y a 0 échappé qui gagne. C'est jamais arrivé pour l'instant du côté World Tour masculin, donc les femmes montrent l'exemple, on peut le dire ainsi. Alors justement, par rapport à cette échappée qui était assez conséquente et qui s'est formée dans la boucle au sud de Denain avant d'entamer les premiers pavés, un groupe assez conséquent avec quasiment toutes les grandes équipes qui avaient été représentées, sauf notamment la Jumbo-Visma, il me semble. Est-ce qu'on peut dire que le peloton avait sous-estimé cette échappée en lui laissant quand même un assez gros crédit chronométrique? Bon, oui, je pense quand même. Enfin, le scénario le prouve de toute façon, mais ouais, quand Paris-Roubaix, que ce soit homme ou femme, quand tu laisses partir un groupe de 15-20 coureurs, bah, tu sais que c'est dangereux, déjà de base. Mais là, en plus, tu leur laisses 5-6 minutes. Vraiment, c'était jouer avec le feu, et pour le coup, le feu les a bien brûlés, puisqu'elles sont allées au bout. Enfin, elles étaient plus que 6, c'est ça, à terminer sur le vélodrome avec quelques d'avance sur le groupe derrière. Bon, évidemment, il y a la chute qui a beaucoup joué, où pendant 20 km, enfin pendant quelques kilomètres, ça a mis du temps à s'organiser, s'en mettre dedans. Enfin, il y a eu du temps de perdu. Ça, c'est le tournant de la course, clairement. Mais on sait très bien que sur Paris-Roubaix, ça peut arriver. Une chute, ça va très vite. Une chute collective, c'est déjà arrivé. Bon, là, évidemment que c'est la 3e édition chez les femmes. Faut le temps que que les coutumes, on va dire, tactiques de Paris-Roubaix se mettent en route. Mais ouais, du coup, le scénario de la course montre qu'elles ont sous-estimé l'échappée matinale qui allait au bout. Et franchement, on a vibré. Hein. On a vibré de se dire dans les 15 derniers kilomètres, ça va rentrer, ça va pas rentrer. Il y a un moment où il y avait peut-être 10-12 secondes, mais qu'à ce moment-là, personne ne voulait faire l'effort. Enfin, on pensait qu'elles allaient se faire rattraper, mais finalement, non, c'est jamais rentré. Et même au niveau du vélodrome, je trouve que l'échappée a plutôt bien joué. En vraiment, il n'y a pas eu vraiment ce moment de flottement, parfois à la flamme rouge ou à l'entrée du vélodrome où ça s'arrête complètement. Là, ça a quand même plutôt bien roulé jusqu'au bout. Alors peut-être qu'après, on remarquera une erreur tactique sur celle qui a emmené pendant tout le dernier tour au vélodrome, mais non, franchement, non, on a quand même bien vibré, je trouve. Sans être forcément un spécialiste du cyclisme féminin. Johan, Geoffrey, vous qui connaissez davantage ces coureurs, est-ce que vous rejoignez Louis sur le fait que le peloton a laissé trop de crédit à ce gros groupe?
Moi, oui et non, parce qu'en soi, l'écart, ils ont réussi à le boucher à peu près, quoi. C'était trop d'écart, mais je trouve pas que, comment dire? Je pense pas que ce soit une question de les avoir sous-estimés plutôt qu'une question de pas vouloir rouler en tête de peloton par rapport aux autres équipes. Mais ouais, non, je pense pas qu'ils ont tellement sous-estimé. Je pense plus que c'est une question de, comment dire, de conflits tactiques, stratégiques entre équipes de leaders. On va pas les rouler pour Kopecky non plus. On a une coureuse devant. On va pas faire l'effort. Enfin, comme il y avait 18 coureuses et 18 équipes représentées, mine de rien, enfin, ça fait que toutes les équipes peuvent se planquer un peu derrière l'excuse de non, mais on va pas faire l'effort nous-mêmes. Voilà, je pense que c'est plus ces conditions-là qui ont fait que plutôt sous-estimer celles qui étaient devant, qui n'étaient pas non plus toutes des coureuses enfin, qui ont d'énormes références sur le calendrier international. Donc, tu pouvais te dire qu'il y a moyen de les reprendre, même s'il y avait Alison Jackson, même s'il n'y a fait que Marcus, même si, je sais pas, par exemple, Shunji Dua a déjà fait des top 6 sur des étapes reines sur des courses hors tour, tu pouvais te dire qu'il y a moyen d'aller les chercher. Oui, d'autant que Louis l'a quand même souligné, il y a cette grosse chute au moment où il y avait quand même pas mal de favorites qui étaient ressorties du peloton. Il me semble que c'est le secteur avant Templeuve, je crois, où c'est Elisa Longo Borghini, deuxième position, qui chute. Et ben derrière Château de Cartes, hein, tout le monde chute et on repart du temps alors qu'elle s'était rapprochée à 2,15 à peu près de la tête de la course. Et au-delà de ça, pour moi, il y a aussi un autre événement qui a joué énormément en la faveur de l'échappée. C'était le problème mécanique de Marianne Vos, qui se retrouve à être distancée tôt. La Jumbo commençait à rouler avant que Marianne Vos ait son incident. Et l'écart commençait à diminuer et à bien diminuer. Et ensuite, j'ai pas trop compris ce qu'elles ont fait parce que ils ont arrêté de rouler dans le peloton. Elles n'ont pas aidé Marianne Vos à remonter non plus. Elle est restée un peu trop longtemps, à mon goût, à se démerder derrière. Donc ça a participé à faire remonter l'échappée, parce que ce qui va faire gagner du temps à l'échappée, c'est pas tant le peloton qui laisse du temps au début, c'est quand une équipe se met à rouler et que soudainement cette équipe-là arrête de rouler. Derrière, il n'y a personne d'autre qui a voulu prendre la chasse en main tout de suite, et ça a recreusé des écarts. Effectivement, la chute massive au Pont Thibault a eu un impact déterminant aussi derrière, parce que sinon, au rythme auquel ça avançait, avant l'arbre, l'échappée était reprise assez largement. Et on a eu cette tension énorme jusqu'au bout avec des regroupements derrière. On était même au point de s'imaginer peut-être qu'il y aurait un sprint à 20 pour jouer la victoire sur le vélodrome. Ouais, c'est même imaginé que Marianne Vos allait gagner alors qu'elle était en chasse pendant 40 bandes toute seule. Avec Marionnette un peu, mais. Donc pour toi, Geoffrey, c'est plus l'absence dans la chasse de Jumbo-Visma suite à la crevaison assez précoce de Marianne Vos qui est l'élément déclencheur. Ça, et le fait que personne est revenu derrière, parce que si le peloton continue à rouler au rythme auquel il roulait à l'approche des premiers pavés et sur les premiers pavés, l'échappée se faisait reprendre largement. Et Marianne Vos ne serait pas revenue sur les favorites aussi. Clairement, chez les autres équipes, il y avait de quoi rouler pour éliminer l'adversaire. Hein. Donc, ça aussi été une occasion qui aurait pu être ratée, parce que j'imagine pas la tronche des directeurs sportifs de la plupart des équipes s'ils se retrouvaient à avoir un regroupement et que Marianne Vos aligne tout le monde au sprint sur le vélodrome. Ah là, il y avait de quoi tirer une tête là. Hein. Avec ce scénario, ça aurait été assez particulier. Ouais, c'est vrai que. En plus, c'est vrai qu'il y a le fait que à la sortie du dernier secteur pavé, du secteur pavé de M, les favorites, il me semble qu'elles sont à moins de 10 secondes quasiment. Hein. Oui, elles sont revenues à 10 secondes, elles sont juste derrière. Et là, il me semble qu'il y a Kopecky qui est devant, et qui se retourne un peu vers les autres en disant bon, bah alors qui est-ce qui roule? Et les autres qui disent bah toi. Et du coup. Oui, parce qu'elle était seule, hein, c'est ça? Oui, il y avait plus d'autres SD-Works. Il y avait que Marcus, mais c'est pas. Mais qui était devant. Qui est devant, donc c'était plus un prétexte pour elle. Oui, voilà. Mais plus d'autres de cette équipe-là. Je pense pas qu'il y ait d'équipe qui avait plusieurs courses dans les. Il y avait toujours la Trek avec Brand et Longo Borghini. Mais ouais, il me semble que c'est à peu près tout. Ouais, à peu près tout. Ouais. Donc ça joue aussi, hein, même si bon, techniquement on peut se dire des favorites qui sont à moins de 10 secondes de la tête de la course après les derniers pavés
il y a moyen de s'entendre, mais il y a aussi moyen de ne pas s'entendre, puisque personne n'est, il y a aucun équipier, aucune équipière pour venir rouler, faire le travail. C'est ça, mais il y avait suffisamment de concurrentes rapides pour que celle-là puisse s'entraider. Juliette, Chiara Consoni, Pfeiffer Georgie, c'est des coureuses qui ont une bonne pointe de vitesse et qui auraient pu collaborer un petit peu plus. Parce que, Après, le sprint sur le Vélodrome leur donne un peu raison de ne pas vouloir collaborer, parce que Kopecky les aide quand même. Du coup, le moyen de la battre, ça aurait été aussi qu'elle fasse l'effort et que. Bon, au final, ça a profité à l'échappée. L'échappée d'ailleurs, ce qui restait de l'échappée, d'ailleurs, où il y avait deux coureurs françaises, Eugénie Duval 4e et Marion Boras 5e. On va quand même d'ailleurs signaler que c'est la première fois depuis 31 ans qu'on a deux représentants français dans un top 5 de Paris-Roubaix, hein, puisqu'il faut remonter à la course masculine de 1992 avec la victoire de Gilbert Duclos-Lassalle et Jean-Claude Colotti qui était 5e, deux coureurs de l'équipe Z d'ailleurs. Pour les Françaises, qu'est-ce que vous en retenez de ce Paris-Roubaix? Bon, déjà, le fait d'être dans l'échappée, c'est une magnifique course. Elle pouvait pas mieux faire? Bah, pour Marion Boras, il y a moyen de mieux faire si elle n'avait pas eu une crevaison, je crois. Qui lui a fait perdre beaucoup de force, beaucoup d'énergie, alors qu'elle était quand même bien costaud. Et si elle n'a pas cet effort à faire là avant, peut-être qu'elle peut accéder dans un secteur, faire déjà un peu la sélection, ou attaquer dans le final, ou être un peu plus fraîche au sprint, où il y avait peut-être quelque chose à faire. Eugénie Duval, je pense qu'elle s'est bien économisée, elle a bien géré, elle a passé ses relais quand il fallait. Je pense qu'elle a fait à peu près ce qu'elle pouvait. Elle aurait pu finir sur le podium avec un peu de réussite, mais je pense qu'elle a fait à peu près ce qu'elle fait. Marion Boras, il y a plus de regrets parce qu'on la sentait un peu plus costaud, mais sinon, dans les circonstances qu'il y a eu en course, il n'y a pas tellement de regrets à avoir. Peut-être lancer le sprint plus tard, mais c'est toujours pareil, ça aurait peut-être pu faire podium, mais de toute façon, en victoire, ça semblait pas accessible. Et puis, pour Marion Boras, ce qu'il faut bien rappeler aussi, c'est que même si ça fait une paire d'années qu'on la voit sur la piste, donc c'est une brillante représentante en poursuite par équipe notamment, c'est la première année où elle est dans une équipe sur route professionnelle, c'était sa toute première course World Tour. Et qui voulait pas aller à Paris-Roubaix déjà de base, qui disait à son équipe, ouais, mais c'est dangereux la piste, je risque de me casser la gueule et tout. Ouais, comme quoi ça valait le coup de se déplacer pour faire Paris-Roubaix, parce que un top 5, c'est quand même ça reste quand même, pour Marion Boras et pour Eugénie Duval, quand même une très belle perf. Ah bah, en termes d'émotion, quand tu te retrouves en tête de Paris-Roubaix à un tour de piste de l'arrivée, je pense que ils se doit monter quand même. Hein. Ah, c'est sûr. Surtout quand t'es pas forcément habitué à jouer la victoire sur des courses de manière générale. Enfin, c'était un peu la particularité de ce groupe de tête, c'est qu'on avait, je pense, voilà, je dis avec ma manière sans être spécialiste du cyclisme féminin, c'est le fait qu'une échappée aille au bout, c'est souvent des coureurs, des coureuses qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer la victoire, qui ont plutôt l'habitude des équipières et qui là pour le coup se retrouvaient à jouer la victoire de la plus belle course de l'année, quoi. Enfin, c'est la gestion des émotions sur l'aspect tactique est ultra importante. Et après, sur le coup, si on regarde pour le côté juste franchouillard, sûr qu'on peut regretter un peu, il y a deux Françaises dans le top 5, il y en a aucune sur le podium, on peut regretter un peu, mais je pense l'une ou l'autre, on leur disait au départ, tu vas finir dans le top 5, les deux premiers, et même juste une Française quelconque dans le top 5, c'était pas quelque chose qui était acquis, presque même vraisemblable sur ce qu'on pouvait s'attendre. Parce que sur celle qu'on pouvait espérer, on se disait, ouais, peut-être un top 10, tout ça, c'est ce qu'on se disait la semaine dernière. En avoir deux qui finissent 4 et 5, déjà super. Et derrière, avec les meilleurs, Margot Vigier qui confirme bien son excellente saison de classique. Voilà, Margot Vigier qui fait 8e du sprint du groupe des favorites derrière, qui prend donc la 14e place finale. 14e et 3e française. C'est pas mal quand même. C'est un joli bilan pour nos tricolores. Voilà, sur ce Paris-Roubaix féminin, le bilan est quand même plus reluisant côté féminin que côté masculin, si on ne regarde que la participation de nos Français et nos Françaises, en tout cas. Après donc ce Paris-Roubaix, on va faire aussi un petit bilan de cette campagne flandrienne 2023 qui est à présent terminée, même si je sais que Geoffrey va dire que Paris-Roubaix n'est pas une classique flandrienne puisqu'elle n'est pas en Flandre. C'est bien ça ?
Techniquement, Roubaix, c'est dans la Flandre française, mais la plus grosse partie de la course avant est en Picardie et dans le Hainaut. Voilà, ça, comme ça, le point géoraleur est fait. Mais bon, sinon, quand même, dans l'ensemble, sur le bilan qu'on peut faire de cette campagne de course flandrienne 2023, déjà, qui, pour vous, selon vous, en tant que coureur, équipe, a le mieux réussi ces flandriennes cette saison? Mathieu Van Der Poel. Tu vois, Van Der Poel qui n'en a couru que deux, d'ailleurs, deuxième de l'E3 classique et enfin non, que Il en a deux. couru 3. Je vais un peu vite, mais il en a couru que 3 avec l'E3 classique où il fait deuxième. Il remporte Paris-Roubaix, bien évidemment. Et deuxième du round 2 derrière Pogacar. Voilà, donc deuxième pour comme plus mauvais résultat en 3 courses, c'est sûr que c'est pas mal quand même. Johan, Ouais. Louis, qui est-ce que vous citeriez? Voilà, Jumbo quand même, parce que même s'ils sont foirés un peu sur les principaux objectifs, c'est quand même l'équipe qui était là tout le temps devant, qui a gagné toutes les classiques d'avant les monuments, qui a imposé sa marque sur toute la saison des pavés. Donc, Ouais. Va demander au staff de la Jumbo-Visma s'ils ne foutraient pas de côté toutes les SMIC classiques juste s'ils avaient pu gagner le Rondo Roubaix. Va mais demander je à suis Van de- Aert s'il est content de sa saison des Flandriennes. mais je suis d'accord. Après, c'est pas. Va le voir et lui dire ouais, super mon gars, t'as assuré pendant ces classiques, c'est super le bilan que t'as eu là. Tu pouvais pas mais perdre, je on suis- est super content pour toi. Va demander à mais- tous les Flamands s'ils sont contents de la saison de Van Aert. À la tronche qui tirait à Quarmont la semaine dernière ou au Carrefour de l'Arbre hier. Non, quoi, ouais, ils ont assuré sur toutes les SMIC classiques après, mais je veux dire, tu vas pas dire à un grimpeur en fin de saison, ouais, mon gars, t'as gagné le Tour de Romandie, le Dauphiné, bon, tu t'es pris une bille pas possible sur le Tour de France, mais t'es quand même content pour toi. Quoi. Donc pour toi, le bilan des monuments du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix efface le quintuplet de la Jumbo-Visma qui a précédé? Pour une équipe du statut de Jumbo-Visma, oui. Mais on Ce serait a une dit- équipe plus petite, entre guillemets. Je veux dire, tu prends une équipe comme, je sais pas, moi, IF ou Trek, qui se retrouve à gagner 3 ou 4 semi-classiques et qui après se foire à Roubaix au round 2, ouais, pas de problème. Tu prends l'équipe de Van Aert qui se retrouve à écraser tout le monde pendant un mois et demi et qui font n'importe quoi au round 2 et à Roubaix, bah, non, perdu. Quoi. Ils auraient dû en gagner une des deux pour que leur saison des classiques soit réussie. C'est comme une équipe comme Ineos, est-ce que leur saison des courses par étapes sera réussie? Est-ce qu'ils vont gagner un grand tour? Ils n'en gagnent pas, leur saison des courses par étapes sera ratée. Idem comme Pogacar ou autre. C'est sûr que, en tout cas pour la Jumbo-Visma, on ne les a pas vus sur le Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix, mais avoir montré autant de force, d'efficacité qu'on avait pu les voir faire sur les classiques précédentes. Hein. Autant de force, oui et non. C'est juste que, ils montraient de la force, mais de l'arrière, en fait. Oui, il y a eu moins de Van Aert réussite au était final. dans le Ouais. coup, et puis les autres à contre-temps derrière. Mais après, on parle d'un bilan des Flandriennes. Donc sur les Flandriennes, de manière générale, la marque, c'était les Jumbo, et puis après, les deux bêtes à rouler, là, qui gagnent les deux monuments. Mais du coup, le bilan, c'est que comme sur les courses un peu depuis le début de saison, il n'y a pas trop de place pour grand chose d'autre à part les armadas ou les monstres physiques. Mais voilà, après que Jumbo soit des peintres et qu'ils ne savent pas c'est leur objectif, c'est autre chose. Donc ce que tu dis, Johan, c'est que la Jumbo, Pogacar et Van Der Poel ont tellement marqué ces courses flandriennes que c'est compliqué d'aller citer un autre coureur, une autre équipe. Hein. Là, tu peux avoir des sensibilités de tel coureur était bien sur telle course. Par exemple, je sais pas, des comme sur Roubaix, on se souviendra. Mais le bilan final, c'est que les courses ont été écrasées par un peu les coureurs qu'on attendait, qu'il n'y a pas eu trop de surprises ni grand-chose autour. Quoi. Louis, pour compléter ce tour de table, qu'est-ce que tu en dirais, toi, de ce bilan des Flandriennes? Je vais déjà rejoindre Geoffrey dans ce duel, on va dire, entre Jumbo et Alpecin en fonction de sous le côté. Voilà, Van Der Poel, il a pris l'avantage en gagnant Roubaix. En gagnant, en plus, il s'est ajouté Milan-San Remo avant les Flandriennes. Donc, si on parle d'un bilan plus global, à la sortie du printemps, même s'il n'est pas encore fini, c'est plutôt avantage Van Der Poel, notamment voilà, grâce à cette victoire à Roubaix. Il On peut était aussi au-dessus ajouter de que Van Der Aert. Poel, on peut aussi ajouter que Van Der Poel, c'est lui qui fait péter Van Aert dans le Kreuzberg sur le Tour des Flandres.
Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un avantage, le plan psychologique du duel entre Van Aert et Van Der Poel, là, il a avantage Van Der Poel très clairement. Euh, c'est pas la petite victoire, façon de parler. La petite victoire de Van Aert sur le 3 va pas atténuer la déception de n'avoir ni gagné le round 2 ni gagné Paris-Roubaix. Enfin voilà. Ni Ganveigem, du coup. Ni Garva-Velga en plus parce qu'il l'a laissé à la porte. Bon. Donc du coup, en positif, qu'est-ce que tu dirais, Louis, dans le côté réussite de cette campagne de Flandrienne? C'est Mathieu Van Der Poel comme Geoffrey? Ouais, du coup, avantage Van Der Poel. Bon là, et puis est-ce qu'il y a un autre coureur comme ça, un autre coureur qui serait possible de citer? Johan a dit un peu plus tôt que non, mais Louis, Geoffrey, quelque chose à ajouter? Peut-être parler de Mats Pedersen. Alors, il gagne aucune des classiques flandriennes. Par contre, il a une régularité qui est assez impressionnante. Donc, il fait 4 hier à Roubaix. Il fait 3 du round 2 en étant peut-être pas le plus fort, mais voilà, il est vraiment à sa place. Top 5 sur à travers la Flandre et sur Grand Game. Si tu lui ajoutes en plus un top 6 à Milan-San Remo, il fait vraiment un printemps qui est réussi. Mais par contre, il claque pas de victoire. Mais il était super fort et franchement, il en méritait une, quoi. Enfin, on sera tous d'accord là-dessus. En termes de régularité sur ce printemps, il était présent, Pedersen. Et on l'avait vu dès le début de saison sur l'étoile de Bessèges. On s'est dit, ouais, il va être costaud sur ce printemps. Et malheureusement, bon, il devra seulement se contenter voilà, de cette victoire à Paris-Nice. Mais sur les classiques, il était très costaud et il aurait franchement pu en choper une. Il était peut-être un peu moins fort, par exemple, qu'Arde-Genkolb sur Paris-Roubaix. Mais voilà, il termine 4e au pied du podium. Mais franchement, il était super fort sur ce printemps-là. Bon, après, c'est le point où, comme disait Johan, face à des Pogacar, Van Der Poel, Van Aert et ces Jumbo, c'est tout de suite compliqué d'exister, de faire quelque chose, quoi. Ouais, c'est ces clair. coureurs équipes-là ont montré une telle puissance. Mais à un moment donné, tu sais il aurait pu profiter d'une sorte de marquage entre les deux, trois fantastiques et à ce moment-là que ça lui sourit. Mais bon, c'est malheureusement l'opportunité pour lui ne s'est pas présentée. Mais bon, en tout cas, en effet, une très belle campagne de Flandrienne hein, pour le champion du monde 2019 avec donc un podium et 3 top 5. On rajoutera pour compléter ces courses pavées une 14e place sur le 3 classique. Voilà donc pour le bilan de Mats Pedersen sur ces Flandriennes. Et puis bon, pour évoquer toujours les coureurs français, comptablement le meilleur bilan sera pour Christophe Laporte. Et vous voyez pas vraiment d'autres coureurs qu'on pourrait citer côté tricolore? Bah, à moitié Mathieu Van Der Poel. Comme vous disiez tout à l'heure, je crois que c'est Geoffrey je crois que c'est toi qui nous avais sorti ça. Faut qu'il gagne un deuxième Paris-Roubaix pour en avoir un français. Je sais plus, faudrait que j'ai quelques groupettistes qui étaient présents au Carrefour de l'Arbre. Je me rappelle, je ne sais plus qui avait dit cette belle phrase, mais que dès que Mathieu Van Der Poel on aura gagné un deuxième, du coup les Français auront un Paris-Roubaix. Voilà, pour reprendre la formule consacrée à la télévision, Mathieu Van Der Poel, le plus français des Néerlandais. Comme ça, la boucle est bouclée. Et donc maintenant que malheureusement pour vous, Johan Geoffrey, je sais que ça vous tient à cœur, ces courses flandriennes, cette campagne flandrienne est terminée, on va arriver sur ce qu'on appelle les courses, les classiques ardennaises, le triptyque ardennais, avec en premier lieu l'Amstel Gold Race. Oui, Johan. L'Amstel n'est pas une ardennaise, hein, tout comme Roubaix n'est pas une Flandrienne. Voilà tout à fait. Le point géographique, mais par les raccourcis qu'on fait, on va dire les trois grandes classiques vallonnées du printemps. Comme ça, on va essayer de froisser personne qui arrive avec l'Amstel Gold Race dès ce dimanche. Petit pronostic qui va succéder déjà à Michał Kwiatkowski qui avait devancé Benoît Cosnefroy à la photo finish l'an dernier. Geoffrey? Compliqué de faire un pronostic sur l'Amstel depuis qu'il y a ce nouveau tracé, avec toujours enchaînement de petits monts, de petites routes, de changement de direction dans tous les sens. Et la partie plus plane dans le final, on est sur un tracé qui s'apparente plus aux Flandriennes qu'aux Ardennaises. Avec plein de petites routes de relance. Hein. C'est ça. Donc, ouais, vraiment, c'est pas une Ardennaise.
Par rapport à ce qu'il a fait sur les derniers jours et sur les classiques en général, il faut quelqu'un, je vais dire Nelson Paulus, côté masculin. Nelson Paulus qui s'était montré justement sur le Tour des Flandres pour bien faire la liaison, 5e du Tour des Flandres et 3e d'à travers la Flandre. Donc on verra si c'est précurseur pour l'Amstel Gold Race. Johan, qui est-ce que tu citerais pour l'Amstel Gold Race masculine? Un coureur qui est en forme, qu'on a vu à son aise sur le Pays Basque, qui marche bien depuis le début de saison, qui a une bonne poids de vitesse. Mauro Schmidt, qui sera sur un terrain qui va y convenir très bien, je pense. Donc, voilà. Donc tu vois un renouveau de l'équipe Soudal Quick-Step qu'on a vu c'est- pas très c'est bien pas sur un- les classiques printanières pour l'instant. C'est pas un renouveau, c'est que maintenant le nouveau de chez Jojo de Lefebvre, c'est Remco Evenepoel. Donc tout ce qui tourne un peu autour de Remco Evenepoel, il y a les moyens, il y a l'attention, donc ça marche bien. Comme il s'en fout maintenant des Flandriennes, du coup, plus personne s'en occupe, c'est débandade. Mais du coup, là, c'est pas le même pôle de son équipe, donc ça va pas pareil. Ça va marcher. Donc il faudrait qu'Evenepoel fasse le Tour des Flandres pour que la Quick-Step gagne à nouveau le Tour des Flandres. Ouais. Bon, on verra pour ce que prévoit de faire Evenepoel. En tout cas, il me semble qu'il est pas très fan des pavés pour l'instant, donc c'est pas gagné pour Pavé, l'instant. frotté, tout ça, oui, c'est pas ça. C'est pas son terrain de prédilection, on va dire, en tout cas pour l'instant. Et Louis, pour continuer, pour ton favori pour cet Amstel Gold Race dimanche. Alors, le prono Nelson Paulus me plaisait énormément. Je trouvais que c'était le coureur qu'on a vu très fort et qu'on pouvait parfois sous-estimer dans un final. Et donc, sur une course comme l'Amstel, pouvait tirer les marrons du feu. Mais bon, je vais choisir le choix de la facilité, étant donné qu'il est prévu au départ, évidemment, Tadej Pogačar en favori numéro 1. C'est la facilité, je sais. Mais bon, vu la démonstration de force sur le Tour des Flandres, comment il pourrait encore perdre cette nouvelle course. Enfin, on se dit que ce mec-là est vraiment invincible et bon bah voilà, c'est le favori numéro 1 pour le coup là-dessus, il n'y a pas trop de débat. Ça va, on ne te reprochera pas de citer Pogačar. Et sinon, côté français, on peut citer aussi le retour sur les classiques de très haut niveau après une légère blessure de Pierre-Luc Périchon dans sa dernière année, qu'il a annoncé il y a quelques temps. Donc, lui, c'était tout le mieux pour ses dernières très grandes classiques. Pierre-Luc Périchon qui aurait aimé participer aux Flandriennes pour sa dernière saison. Il a annoncé qu'il prenait sa retraite au terme de cette saison, mais il était blessé. Il n'avait pas pu prendre part notamment à Paris-Roubaix. Mais il a couru Pierre-Luc va dans l'échappée, la première échappée qui va au bout du World Tour cette année. Allez, Pierre-Luc, on y croit, la mascotte du groupe Eto. Puis bon, quitte à citer un coureur français, j'avais quand même voulu citer Benoît Cosnefroy. Cette fois, on espérait que à minima la photo finish joue en sa faveur, ou alors qu'il n'y ait pas besoin de photo finish pour lui. Mais bon, j'ai envie de dire que ça me semble être des trois entre l'Amstel, la Flèche et Liège. Je pense que c'est quand même l'Amstel qui lui conviendrait le mieux, et il a l'air d'être dans une plutôt bonne forme. Donc il y a... Allez, j'ai envie d'y croire pour Benoît Cosnefroy pour avoir une victoire française. Et puis à G2R, faut éviter la relégation, quoi. En termes de classement, c'est compliqué, mais bon, le classement est sur 3 ans, donc il y a le temps de se rattraper. Hein. Ne t'en fais pas, Yoann. Voilà, il y a le temps de chuter encore un peu plus. Pour Benoît Cosnefroid, on aura déjà un petit indice avec la Flèche Brabançonne ce mercredi. Tout à fait. Côté français, si je peux ajouter, on a évidemment l'un de nos grands leaders sur les classiques, Alaphilippe, qui est, d'après ce que j'ai compris, forfait pour la Flèche Brabançonne, donc toujours touché au genou suite à sa chute sur le round 2. Mais donc voilà, Alaphilippe, ça sera un peu en suspens, voir s'il est capable de jouer les premiers rôles sur ces Ardennaises. Mais par contre, j'ai très hâte de voir la triplette de Groupama FDJ, Madouas, Gaudu, Grégoire. Donc avec la petite pépite Grégoire, voir s'il est capable déjà de jouer les premiers rôles. On l'a vu sur l'Estradé faire top 10, 8ème si je ne me trompe pas. Voilà, moi j'ai hâte de voir ce que ça peut donner déjà sur les Ardennaises. Et on signalera d'ailleurs par rapport à Julien Alaphilippe que on a eu une interview de Patrick Lefebvre, il me semble que c'était dans le journal belge Le Soir, qui s'est montré, voilà, ça faisait un moment qu'il n'avait pas dit publiquement que c'est bon, Julien Alaphilippe, ça va aller, ça va le faire, je crois en lui, enfin, pas exactement dans ces termes, mais il a dit en gros que voilà, Julien Alaphilippe, je compte sur lui, j'espère que ça va finir par le faire, que la roue va tourner. C'est-à-dire qu'il le dégage à la fin d'année, ça. Il a dit que, grosso modo, si jamais il a envie de partir,
on peut négocier ça, sachant que son contrat court encore jusqu'à la saison prochaine, mais que pour l'instant tout va bien, Julien Alaphilippe est content d'être parmi nous, donc il n'y a pas de raison à ce qu'il s'en aille, visiblement. En langage de vert, ça veut dire je regrette de l'avoir signé aussi cher pour autant d'années. Ah, je sais pas, je suis pas bilingue français le feu vert, mais je vais pas pouvoir vous faire cette traduction là en tout cas. Et puis allez, tant qu'à faire, pour finir, un petit pronostic un petit nom pour l'Amstel Gold Race féminine qui pourrait succéder à Marta Cavalli. Johan, je te laisse ouvrir le bal. Et ben, la course féminine finit sur la bosse du Coberg contre la course masculine, et du coup, je vois bien une Yann Lippert être capable de s'isoler toute seule et d'aller gagner à la fin. Louis? Mon prono sera demi-Lollering. Ne Ouais. me demandez pas d'explication, je ne saurais pas vous en donner. Ah bah, demi-volering, deuxième des 2 dernières éditions, tu joues plat du pied sécurité jusqu'au bout, mais c'est bien, il faut citer les favorites. Et Geoffrey, pour terminer, donc après Liane Lippert et Demi Volering. Un final, un sprint éventuel après une bosse assez pentue. Je veux dire Marianne Vos et Lotto Kopecky. Ah, le point Marianne Vos, voilà, ça, il fallait y venir évidemment. Bon, voilà, donc pour un peu les principales favorites côté féminin de cette Amstel Gold Race, et on va dire, est-ce qu'il y a une française qui pourrait venir se glisser parmi tout ça? Bah, je sais pas, peut-être que Margot Vigier, elle a fait un top 5, parce que À force de la citer. c'est pas, non, c'est pas forcément celle qui convient le plus aux Françaises, parce que c'est presque pas assez dur pour une Labousse ou des choses comme ça. Donc, voir Juliette Labousse, voir Evita Music, ce qu'elles vont faire. Mais sinon, c'est pas forcément celle où on peut attendre les Françaises en particulier. Donc on attend qu'à être surpris, c'est ça. Oui, oui. Voilà, parfait. Et bien, avec tout ça, on arrive à la fin de ce podcast. On avait pas mal de choses à dire sur cette dernière grande course pavée de la saison, à savoir Paris-Roubaix, qui a livré encore une fois une grande course, et même, quand même, 2 grandes courses, puisque on n'oublie pas que depuis 2021, Paris-Roubaix se conjugue au féminin, fort heureusement, désormais. Voilà donc pour ce chasse-patate débriefing de Paris-Roubaix. Merci beaucoup à Johan et Louis et Geoffrey d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast, pour ce débriefing. Pour le prochain podcast, on se retrouvera la semaine prochaine. Après l'Amstel Gold Race, on fera le point sur l'Amstel et sur les 2 classiques plus ardennaises, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Je fais attention à nos amis géographes. Et donc, en attendant le prochain podcast, bien, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.